Monsieur le gouverneur, monsieur le recteur, meneer de voorzitter van de OCMW, monsieur le président du CPS et Chefin, madame Lechfin, que j'ai vu tout à l'heure également, mesdames et messieurs, chacun en vos titres et qualités. Vous avez raison, et le dire face à des étudiants est importante, une première fois, en général, ça ne s'oublie pas. Et c'est pour moi aujourd'hui 2 fois une première fois. Première fois que j'ai l'occasion de visiter ce collège d'Europe qui est une prestigieuse institution, mais plus encore, première fois que j'ai l'occasion de participer à rendre hommage à une personnalité politique socialiste. Ce n'est pas dans mes habitudes, ce n'est pas dans mes traditions, mais je dois reconnaître, et vous l'avez à juste titre mentionné, que cette personnalité a tellement de qualités, a à ce point marqué l'histoire de notre pays, de l'Europe et du monde, qu'il y avait, me semble-t-il, bien des raisons de soutenir cet acte symbolique extrêmement important. Je voudrais vous dire aussi que je suis naturellement très, très fier, très heureux d'avoir l'occasion de vous rencontrer ce matin pour parler de l'Union européenne, pour parler de ce qui est pour moi une des plus belles idées politiques du siècle dernier et qui se traduit jour après jour, mois après mois, parfois même crise après crise dans la réalité, dans le quotidien des citoyennes, des femmes et des hommes au sein de l'Union européenne. Alors, en regardant toutes celles et ceux qui m'ont prédécédé à cette illustre tribune, je voyais qu'il y a un peu plus de 30 ans, une grande personnalité également, Margaret Thatcher, s'était exprimée à cette tribune il y a un peu plus de 30 ans. Certains, mauvaise langue peut-être, je ne tire pas de décision définitive pour ce qui me concerne, interprètent même cette prise de parole il y a plus de 30 ans au Collège de l'Europe comme étant un des premiers pas qui peut-être préfigurait déjà 30 ans plus tard ce qu'allait être le Brexit au travers du référendum. Alors pour éviter toute ambiguïté et pour ne pas permettre que dans 30 ans de mauvaise langue n'interprète erronément le message que je donne aujourd'hui, d'emblée je le dis, je suis un Européen convaincu, totalement convaincu, totalement acharné, et un Européen convaincu essentiellement, mais pas seulement, pour 2 raisons. La première raison, elle est fondée en quelque sorte sur une forme d'émotion. Comme beaucoup de familles en Belgique, en Europe, le siècle passé, le siècle de nos grands-parents, arrière-grands-parents, a été marqué par 2 guerres mondiales totales. Et ces 2 guerres qui ont fait couler le sang sur ce sol européen, qui ont fait couler les tragédies et les drames, elles sont le fruit d'une addition d'égoïsme, d'une addition de repli, d'une addition de méfiance mutuelle, d'incompréhension qui ont donné lieu à ces conflits absolument tragiques avec des conséquences destructrices pour la liberté, pour l'émancipation, pour les rêves de femmes et d'hommes qui ont été brisés. Et puis, dans ce siècle nous a précédés, il y a eu, dans sa deuxième moitié, quelques leaders politiques courageux et éclairés qui ont fait un autre choix, le choix de la compréhension mutuelle, le choix du respect mutuel et le choix, alors qu'ils avaient été les ennemis d'hier, de tenter de dessiner les contours pour travailler ensemble et tenter ensemble de relever quelques défis fondés sur ce qui, malheureusement, peut paraître aujourd'hui une évidence pour de nombreux citoyens, mais ne l'était pas à l'époque et ne l'est pas non plus aujourd'hui, la paix et la prospérité. La paix et la prospérité, l'un va avec l'autre, il n'y a pas de prospérité sans paix et sans sécurité, et il est certain que la prospérité, le développement économique, la cohésion sociale, la capacité de relever les défis climatiques est aussi un ingrédient qui nourrit la capacité en permanence de forger cette paix, cette sécurité qui est la condition pour la liberté et pour l'émancipation. La première raison, vous l'avez compris, elle est fondée sur cette émotion et aussi, comme beaucoup de familles, ces histoires familiales, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents directement concernés, affectés par ces tragédies de guerre, comme ça a été le cas pour tant de familles sur le sol européen. La deuxième raison, elle est très rationnelle. Et certainement, depuis 4 ans et quelques mois, dans l'exercice de cette responsabilité de Premier ministre, je mesure, pour un pays tel que le nôtre, au cœur de l'Europe, à quel point notre avenir est lié à ce qui va se passer de bien ou de moins bien
autour de nous. Et donc cette conviction, effectivement, que notre capacité de soutenir du développement économique et donc de la cohésion sociale, et donc de forger la capacité à relever le défi des protections sociales, pas seulement aujourd'hui, mais également demain, après-demain, garantir des soins de santé, financer des pensions, créer les conditions pour que l'innovation soit au service d'un monde meilleur, avec de meilleures conditions de vie pour le maximum de citoyens. La capacité ou pas de relever ce défi climatique, et cette expression d'une ambition très forte, citoyenne, porteur, je le crois, d'enthousiasme, si on se retrousse les manches et si nous portons les bons choix. Lutter contre le terrorisme qui a fait tant de malheurs et de drames, y compris en Europe, y compris en Belgique, dans notre capitale belge et européenne, il y a peu de temps. Si nous voulons relever ces défis qui sont pour partie des défis globaux, ce n'est pas le repli sur soi et ce ne sont pas les échecs du passé qui deviendraient des succès demain ou après-demain. C'est au contraire cette capacité de coopération, cette capacité de regarder ensemble quel est le diagnostic et sur base d'un diagnostic lucide, quels sont les moyens pour forger des solutions qui soient le plus largement soutenues, qui puissent susciter le plus largement possible d'adhésion. Donc, Européens convaincus, pas Européens BA, Européens convaincus parce que je suis totalement déterminé à être acteur avec effectivement tous les citoyens qui le souhaitent de cette construction d'un projet européen porteur dans la réalité de capacité à forger des solutions. Alors, important de faire ce diagnostic sur l'état de l'Union européenne. Quelques mots brefs, il y a certainement ici beaucoup plus de science dans cette salle pour dresser dans tous les domaines de la vie économique, sociale, sécuritaire, les indicateurs qui montrent l'état de santé du projet européen. Pour être un peu provocateur, je dirais un peu comme une intuition, comme une impression qu'en réalité, de mon point de vue, l'Europe, ça ne marche plutôt pas mal, mais ça ne se voit pas assez. Lorsque l'on regarde quels sont les progrès qui ont été enregistrés tout au long des dernières décennies, dont certains étaient inimaginables il y a 10 ans, 15 ans ou 20 ans, et lorsque l'on regarde la perception, le regard qui est porté sur cette réalité, on voit un décalage. Et c'est peut-être ça la bataille pour les prochaines années. Comment peut-on faire en sorte que ce projet qui est porteur de valeurs puisse être ressenti, perçu plus directement comme étant porteur de valeurs et non pas instrumentalisé, comme il l'est de plus en plus, pour apparaître à tort comme étant la cause de tous les maux, comme certains populistes et extrémistes partout en Europe, ici aussi, tentent de colporter ce message-là. L'Europe a progressé par les crises successives auxquelles l'Europe a été confrontée. Certains disent ces dernières années, on a été confronté à une addition de crises, et c'est vrai. Il y a eu la crise de la dette, la crise financière, la crise économique, le Brexit, une forme de difficulté à laquelle nous sommes confrontés. Le terrorisme est un enjeu majeur auquel nous sommes confrontés. Mais tout au long de son histoire, les leaders européens, les citoyens européens ont été confrontés à des moments qui ont été des moments, à l'époque, perçus comme des crises bien souvent, qui ont été des occasions pour rebondir plus haut, pour faire en sorte que des conséquences puissent être tirées et pour faire en sorte qu'il y ait plus de capacité à travailler ensemble sur un certain nombre de sujets. Vous comprenez, le diagnostic que je veux dresser n'est pas un diagnostic « tout va très bien, Madame la Marquise », en aucun cas. C'est un diagnostic lucide, des avancées substantielles ont été réalisées, des crises ont été gérées, parfois surmontées, et il y a bien entendu, pour notre génération, pour votre génération, des défis encore devant nous. C'est le futur de l'Europe, et ce sont ces défis-là qu'il faut pouvoir appréhender, me semble-t-il. Alors, toujours dans cette exigence de lucidité, certainement, l'Europe, depuis quelques années, n'est plus exactement la même aussi, parce que le monde autour de nous a changé. Et il y a autour de l'Union européenne un arc, soit d'insécurité, soit d'instabilité. Cet arc d'insécurité et d'instabilité se traduit au nord par cette question du Brexit, j'y reviendrai tout à l'heure, qui pose la question non seulement de la manière dont la séparation va se déployer, mais aussi de la manière dont la relation future va se déployer dans tous les domaines, économiques, sécuritaires, géopolitiques, et également les conséquences sur le plan social pour les Européens, peut-être également en Grande-Bretagne, et aussi les conséquences sur les valeurs qui sont portées par l'Europe et qui seront portées demain par la Grande-Bretagne. Au sud de l'Europe, il y a ce très grand continent qui pour toujours sera le continent voisin, le continent africain, avec dans beaucoup de pays une pauvreté qui reste extrêmement
forte, avec dans beaucoup de pays africains une insécurité, une instabilité, des conflits très très nombreux, et avec sur le continent africain une démographie que chacun connaît, qui doit donner lieu dans les prochaines années à de très nombreux jeunes sur le continent africain qui ont trop peu de perspectives en termes d'emploi, en termes de capacité à réaliser cette capacité émancipatrice, cette soif de liberté intérieure qui vit comme une flamme intérieure pour chacune et chacun des êtres humains sur cette terre. À l'Est, il y a un autre voisin qui, par de l'imprévisibilité, parfois aussi par des actes unilatéraux et le non-respect d'intégrité territoriale, bouscule, suscite aussi des inquiétudes que nous devons aussi mesurer parce que l'Union européenne, qui est composée de pays différents, avec des histoires qui sont parfois aussi différentes, qui a fait naître des sentiments, des émotions particuliers, elle est composée d'un certain nombre de pays à l'Est qui ont cette grande sensibilité, cette grande préoccupation, cette grande inquiétude pour la manière dont la relation avec ce grand voisin russe va se déployer à l'avenir. Et puis du côté ouest, cette grande tradition transatlantique qui s'est matérialisée dans le cadre de l'OTAN, qui est ébranlée par une nouvelle administration dont certains se demandent si elle incarne une évolution structurelle des États-Unis dans la relation avec l'Europe ou s'il y a une dimension circonstancielle. Je ne crois pas, pour ce qui me concerne, que ce soit circonstanciel, mais on voit bien que ce soit sur l'alliance sécuritaire, sur la question du libre-échange et l'inquiétude liée à des tentations protectionnistes, qu'il y a des repères classiques ces dernières années qui ont été ébranlés autour de nous. Et cette situation, ce diagnostic, quand on regarde la manière d'envisager nos relations structurelles tout au long des prochaines années avec les grandes régions du monde autour de nous, doit nous amener, je le pense, j'en suis totalement convaincu, à savoir très précisément où nous voulons aller, que voulons-nous faire au sein de l'Union européenne durant les prochaines années, quel est notre projet, quelle est notre ambition, quelle est la volonté d'agir dans quel domaine, avec quelle priorité, première question, et comment, avec quelle méthode, parce qu'il ne suffit pas d'avoir un projet, d'avoir une ambition, d'avoir un rêve, encore faut-il tenter au travers d'une méthode qui soit la plus efficace possible de pouvoir réaliser les objectifs que l'on veut se fixer. Alors la première question que je pose, c'est que voulons-nous faire? Alors sur ce sujet, encore une fois, sans être dans l'émotion, dans le romantisme, je pense que l'on doit, dans ce moment-ci, après les pères fondateurs, après la génération de ceux qui ont consolidé le projet européen, je pense à François Mitterrand, je pense à Helmut Kohl, je pense à Jacques Delors, nous sommes un peu plus de 60 ans plus tard, après le traité de Rome, et cette génération aujourd'hui, que j'appelle moi la génération des entrepreneurs, qui doit oser, qui doit innover, doit définir aussi quelles sont les nouvelles promesses que l'on exprime, que l'on conforte pour nos citoyens dans les prochaines années. Et je vois, pour ce qui me concerne, 3 promesses que nous devons réaffirmer et se donner les moyens de tenir nos engagements. La première promesse, c'est évidemment la promesse de la sécurité. Parce que la sécurité, c'est la condition de la liberté. La sécurité, c'est la condition pour la paix et c'est la condition pour la prospérité. Et donc on voit effectivement que cette liberté, cette capacité de garantir l'état de droit, la démocratie, les valeurs fondamentales, la liberté d'expression, la liberté de la presse, cette sécurité, elle est tout à fait fondamentale et nous voyons bien qu'elle est mise sous pression par un certain nombre de situations autour de nous. J'ai dessiné la carte d'un certain nombre de régions qui nous entourent et singulièrement celles dans le cadre desquelles des conflits parfois graves ont des impacts sur le plan européen. Alors, sur cette question de la sécurité, il y a quelques points que je veux avec vous affirmer. La sécurité, cela suppose que cette liberté de circuler dans la zone Schengen puisse continuer à se déployer en sécurité. L'un va avec l'autre, liberté de circuler et cette question de la sécurité. Ça suppose effectivement que l'on tente de lutter mieux. On a commencé à le faire ces dernières années, on a continué à progresser contre toutes les formes de menaces sur nos sécurités et nos libertés personnelles. C'est le terrorisme, par exemple. Oser faire coopérer davantage nos services de renseignement qui, j'en étais témoin les dernières années, étaient bien sûr dans des traditions de coopération principalement bilatérales, d'État à État, fondées en fait sur un modèle qui relevait d'une autre époque, l'époque de la guerre froide, où l'angoisse des services de renseignement était d'être infiltré par un service adverse.
dès lors qu'il y a ce projet européen, cette liberté de circuler, nous devons aller vers plus d'automaticité dans la coopération entre nos services de sécurité et nos services de renseignement. Premier exemple pour tenter de progresser et de faire élever le niveau de sécurité et faire reculer les menaces. Deuxième exemple, l'Europe de la défense est pour moi un sujet aussi extrêmement important. Et sans naïveté, des pas en avant importants ont été franchis les dernières années, et des pas bien plus importants qu'on aurait pu imaginer il y a encore 10 ans ou 15 ans. Et pourtant, pour qu'il y ait réellement une Europe de la défense, on doit progresser aussi sur une stratégie plus commune en matière de relations extérieures, parce que pour qu'il y ait une Europe de la défense plus aboutie, on a besoin d'avoir la même vision géopolitique, ce qui n'est pas toujours le cas au sein de l'Union européenne aujourd'hui. On a besoin d'avoir aussi le même type de doctrine en matière militaire. Ce n'est pas non plus toujours le cas aujourd'hui. Et cette Europe de la défense, à mes yeux, ce n'est pas une Europe contre l'OTAN, c'est une Europe avec l'OTAN. C'est un pilier à l'intérieur de l'OTAN qui nourrit autant qu'il est possible cette capacité de définir ce lien pour l'avenir transatlantique avec l'Amérique du Nord, États-Unis et Canada principalement, tout en veillant à ce qu'à l'intérieur de cet ensemble, on ne considère pas que l'on sous-traite à d'autres notre sécurité, mais bien que l'on assume notre responsabilité sur le sujet. Ça suppose effectivement d'investir, ça suppose effectivement de mettre aussi cette défense au service de nos intérêts et de nos considérations géopolitiques et aussi des valeurs que nous portons dans nos positions géopolitiques, qui ne sont pas exactement les mêmes que les valeurs portées par d'autres grandes régions du monde, qui portent d'autres types de priorités ou d'autres types d'ambitions. La sécurité, garantir les libertés, protéger les espaces de libre circulation en Europe, et j'en viens naturellement à cette question essentielle, nous l'avons vu dans beaucoup de débats démocratiques et qui a eu beaucoup d'impact sur un certain nombre d'enjeux électoraux ces derniers temps en Europe, la question des migrations. Et je peux vous en parler d'autant que le gouvernement belge est probablement un des premiers à être tombé sur une question de migration. Puisqu'il y a quelques semaines, cette crise politique qui a donné lieu à la démission des ministres NVA s'est fondée sur une divergence de vues substantielle en lien avec cette question migratoire. Quelques éléments par rapport à cela. Premier point, je crois effectivement que l'on doit continuer les efforts qui ont été entrepris depuis quelques années et qui commencent à porter leurs fruits pour beaucoup mieux contrôler les frontières extérieures de l'Union européenne. Toutes les grandes démocraties ont des frontières qui doivent être contrôlées, surveillées, pour savoir, c'est une question d'ordre public, qui accède au territoire dans le cas duquel il y a pour partie une liberté de circulation. Premier point, on doit continuer les efforts par rapport à cela. Deuxième point, on doit se déployer pour faire en sorte que la responsabilité et la solidarité, l'un va toujours avec l'autre, d'une part des États de première entrée et d'autre part des États qui reçoivent de la migration secondaire, comme c'est le cas de la Belgique, des Pays-Bas, de l'Allemagne, soient beaucoup plus étroites qu'elle ne l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a cette grande difficulté à générer une stratégie commune parce qu'il y a un déficit à la fois de responsabilité et de solidarité et cette nécessité de nourrir un dialogue mutuel pour prendre des décisions dans le cadre, par exemple, cette capacité à organiser la relocalisation, à faire en sorte qu'il y ait plus de soutien pour les États de première entrée dans leur gestion en première entrée d'un certain nombre de flux migratoires. Et enfin, sur cette question de migration, je pense qu'il y a un point que l'on oublie souvent de mettre en évidence. C'est que, bien sûr, c'est évident à mes yeux, on doit tenter de faire reculer autant qu'il est possible les mouvements migratoires irréguliers, illégaux. Mais dans le même temps, je pense que l'honnêteté exige d'indiquer que l'on doit aussi ouvrir des canaux légaux de migration, ce qui est peu mis en évidence dans le débat, pour des étudiants, dans un cadre économique, pour une durée parfois déterminée, avec une capacité, après avoir étudié, de pouvoir retourner dans son pays d'origine et faire bénéficier des savoirs qui ont été acquis. Nous devons aussi, je pense, dans ce partenariat avec l'Afrique, ouvrir ce dialogue-là, pas seulement un dialogue sur, c'est important bien sûr, les retours, les réadmissions, le contrôle des frontières, mais également ouvrir la voie à la capacité de manière cadrée, régulière, ordonnée de canaux légaux de migration. Et ce pacte pour les migrations régulières, ordonnées, sûres, s'inscrit dans cette démarche-là. Et c'est vrai, je me suis inscrit en faux et j'ai combattu avec beaucoup de fougue ce raisonnement que je crois falsifié, que je crois porté par une tentation manipulatrice qui a voulu créer l'impression
que ce pacte aurait été un pacte pour des frontières ouvertes. C'est exactement l'inverse. C'est un pacte qui part du constat que, par principe, pour gérer les questions migratoires de manière régulière, ordonnée et sûre, on a besoin de coopération, puisque par principe, la migration est un phénomène transnational qui exige cette coopération. Aucun pays seul ne peut résoudre cette question-là. C'est la coopération européenne internationale qui est nécessaire, par exemple, pour demain favoriser des partenariats en matière de retour et de réadmission, pour mieux lutter contre les trafiquants, contre les passeurs qui exploitent cette misère et ces malheurs de l'humanité. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité effectivement porter les valeurs de notre pays, fort aussi du soutien d'une très large majorité parlementaire. Plus de 2/3 du Parlement a soutenu ce pacte pour l'immigration ordonnée, régulière et sûre. Et entre la péripétie politique d'une coalition à un moment donné et la place de la Belgique sur la carte du monde, sur la carte multilatérale, les valeurs que nous voulons déployer, j'ai fait un choix, parce que j'ai pensé que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, lorsque l'on regardera l'histoire de notre pays, nous verrons que la Belgique a été, il y a plus de 60 ans, en première ligne pour soutenir le traité de l'Union européenne, en première ligne pour porter la Convention européenne des droits de l'homme, en première ligne pour soutenir l'Organisation des Nations Unies et sa naissance et son déploiement, et aura été aussi présente pour faire en sorte que quand il y a un pas en avant pour tenter de donner un cadre à ce phénomène de migration, qu'il puisse être régulier, ordonné et sûr. C'est donc en conscience que j'ai posé ce choix, en mesurant bien quelles étaient à court terme, sur le plan politique, pour une coalition gouvernementale, les conséquences. S'agissant de ce sujet, il n'y avait pas, à mes yeux, l'ombre d'une hésitation. Donc, premier point, la question de la sécurité et les éléments qui y sont liés. Deuxième promesse, la promesse de la prospérité. Et cette promesse qui est un des fondamentaux de ce projet européen il y a quelques décennies, plus que jamais, à mes yeux, est d'actualité. On voit dans beaucoup de pays européens à la fois des mouvements sociaux, à la fois des expressions d'une autre politique en matière climatique. On voit qu'il y a cette soif des citoyens légitimes d'être davantage acteurs, d'influencer plus directement un certain nombre de décisions, d'orientations qui ont un impact pour chacune et chacun d'entre nous. Quelques points par rapport à cela. Premier point, je reste totalement dans le camp de celles et ceux qui font l'analyse, c'est aussi le regard tourné sur les enseignements de l'histoire, que là où il y a de la capacité de commercer, là où il y a la capacité de développer du libre-échange, avec des règles de réciprocité pour qu'il y ait des accords équilibrés, des accords qui ne soient pas porteurs de frustration, qui tôt ou tard amènent des conflits et amènent des tensions. Là où il y a cette capacité-là, c'est là aussi où il y a de la paix, où il y a de la stabilité. C'est vrai depuis le Moyen-Âge, depuis les villes italiennes qui ont développé du commerce les unes après les autres et qui ont, grâce à cela, contribué à forger des relations pacifiques. Ce sera vrai encore, je le crois, demain après-demain. Et dans cet esprit-là, lorsque, par exemple, il y a quelques temps, dans le débat sur le CETA, toute l'Europe et le Canada a regardé la Belgique et la Wallonie en particulier, en lien avec cet accord de libre-échange. De la même manière que pour le pacte des migrations, il y a quelques semaines, j'ai souhaité être constant, ferme et même intransigeant, je l'ai été aussi sur le CETA. Et je me souviens les débats, je me souviens les contre-vérités qui ont été colportées en lien avec ce traité, et je vois aujourd'hui que l'auditeur sur le plan européen confirme que ce traité est compatible. Je vois surtout avec les textes européens, et je vois surtout les progrès qui ont été enregistrés en termes de croissance dans les échanges, avec à la clé des emplois, des investissements en Europe, singulièrement en Belgique également. Donc, je suis totalement convaincu, totalement favorable à maintenir cette capacité de libre-échange dans un moment où des pressions existent partout dans le monde pour remettre en question ce modèle avec des règles, avec un level playing field, sans naïveté, en faisant en sorte, par exemple, que l'on puisse progresser dans ce débat sur le screening ou le filtrage des investissements étrangers dans des secteurs stratégiques, qu'il n'y ait pas de naïveté dans nos relations aux autres grandes régions du monde. Je pense que ce libre-échange continue plus que jamais à être porteur de prospérité, de bien-être et de capacité de développement économique au travers des emplois qui sont créés. Mais je pense qu'on doit aussi, comme Européens, ouvrir les yeux sur un certain nombre de sujets qui, pour l'instant, ne sont pas suffisamment traités ou traités avec trop peu de courage sur le plan européen. Et je vois quelques points que je voudrais mentionner.
celui de la fiscalité est un des points, à mon avis, les plus marquants. Nous avons une fiscalité qui reste très principalement nationale. Ça reste principalement un élément de souveraineté. Et en matière de fiscalité, on voit que dans la plupart des pays européens, c'est le cas en Belgique aussi aujourd'hui, la pression fiscale est principalement sur le travail, les gens qui travaillent ou les gens qui créent de l'emploi. Or, il n'y a que 3 capacités pour développer de la fiscalité. Il n'y a que 3 sources possibles. Si ça n'est pas le travail, les 2 autres, ce sont la consommation et le capital. Et on sait que ces autres sources possibles de fiscalité, surtout le capital, donnent lieu à des capacités de flexibilité, d'échapper, de s'évader en fonction d'un certain nombre de règles. On sait aussi qu'il y a quelques décennies, à juste titre, des gouvernements qui voulaient lutter contre les formules qui aboutissaient à de la double imposition, qui n'étaient pas positives pour le développement économique, pour l'emploi, ont développé des traités pour éviter la double imposition. Et on voit aussi que ces additions d'accords internationaux ont créé des espaces, ont créé des vides dans le cadre desquels il est possible, non pas de faire de la fraude fiscale, je ne parle même pas de cela, mais d'échapper à l'impôt ou de réduire considérablement son niveau d'impôt. Et c'est ça le débat, notamment, à mes yeux, en lien avec les GAFA, avec ces grandes sociétés Internet, la plupart n'étant pas européennes, étant américaines ou asiatiques, qui produisent de la valeur sur ce marché européen et qui payent peu d'impôts, en payent un peu, mais trop peu d'impôts, avec par conséquence, cette exigence ou cette conséquence plutôt de reporter des charges fiscales sur des personnes qui travaillent, des classes moyennes, sur des petites entreprises. Il y a là un paramètre structurellement déséquilibré sur le plan européen et, j'ose le terme, s'agissant de l'incapacité jusqu'à aujourd'hui à progresser réellement dans la fiscalité des GAFA, une forme de suicide fiscal, une forme de masochisme fiscal qui crée effectivement de la pression et pas seulement un sentiment d'injustice, de l'injustice réelle sur des citoyens, des acteurs quotidiens de la vie économique. C'est dans ce sens-là aussi que je forme le vœu que l'on pourra progresser sur ces sujets. Dans le même esprit, je pense, on devra progresser aussi sur l'harmonisation de l'assiette fiscale pour l'impôt des sociétés. Je ne parle pas encore de l'harmonisation de l'impôt des sociétés, mais au minimum, encouragé par les efforts de l'OCDE, de progresser aussi sur ce sujet-là me paraît également important. Approfondissement de l'union économique et monétaire également, très bref par rapport à cela. Il y a ceux qui depuis longtemps disent on ne peut pas approfondir l'union économique et monétaire parce que d'abord il faut réduire les risques. Il y a ceux qui disent avant de réduire les risques il faut être un peu plus solidaire. Et nous sommes dans une logique de bon sens. Il faut faire les deux. Il faut à la fois réduire les risques, faire des réformes structurelles pour stimuler davantage la capacité de développement économique et dans le même temps, dans le même mouvement, tenter de renforcer la solidarité au sein de l'union économique et monétaire pour tenter de faire en sorte que cette union soit plus robuste, plus forte, plus attractive pour de l'emploi, pour des investissements et ait un impact vertueux pour l'ensemble du marché intérieur. C'est un élément qui me semble aussi extrêmement important. Enfin, dans le cas de cette exigence de prospérité, il y a naturellement un sujet qui doit être de plus en plus central. Et ce n'est pas un propos de circonstance. Je pense que si l'on veut remobiliser, rebooster ce projet européen, nous devons utiliser cette question climatique comme étant une occasion, comme étant une opportunité, comme étant une chance. Le monde, l'Europe aussi, est confronté à ce défi climatique. L'intelligence, la recherche, la démonstration que ce défi est un défi existentiel fondamental pour l'humanité et que le rôle de cette génération est de prendre ses responsabilités et de voir de quelle manière on peut apporter des réponses, soit pas des réponses qui se contentent de proclamer des ambitions, des espoirs, mais réellement qui se traduisent par des mesures, par des occasions de prendre un certain nombre de décisions très, très, très concrètes. Et dans ce cadre-là, ma conviction, ça vaut pour la Belgique comme pour l'Europe, c'est qu'on doit passer à l'acte 2 après le diagnostic, après la proclamation des ambitions, ce que l'Europe a beaucoup fait ces dernières années sur la scène internationale. On va voir comment on peut faire en sorte de métamorphoser notre développement économique pour faire en sorte qu'il y ait cette opportunité, non pas de régresser
non pas de reculer, mais de voir de quelle manière on peut, par exemple, mieux conjuguer une ambition industrielle qui est trop faible en Europe. Ces dernières décennies, les secteurs industriels ont beaucoup quitté l'Union européenne. Comment peut-on conjuguer cette ambition industrielle pour demain avec cette ambition climatique et en faire une opportunité grâce à l'innovation, grâce à la recherche, grâce à une stratégie énergétique? C'est ce raisonnement autour d'un Green Deal européen. Je crois profondément qu'un Green Deal doit se déployer sur le plan européen davantage que sur le plan national, parce que s'il se déploie sur le plan national, on réinstaure des compétitions, des concurrences et une forme de dumping environnemental intra-européen néfaste pour le développement économique, néfaste pour l'emploi. Je crois donc profondément qu'un Green Deal européen avec une stratégie énergétique, avec une stratégie industrielle, est probablement, dans le cas de ces élections européennes de 2019, le sujet central pour donner aussi cette capacité de réinventer ce projet européen et d'avoir cette ambition totalement renouvelée et de susciter l'adhésion la plus large possible. De gauche ou de droite, le climat n'a pas de couleur idéologique de mon point de vue. Il s'agit d'un sujet dans le cadre duquel c'est le bon sens, c'est l'innovation, c'est la créativité qui doit permettre, sans faire des combats politiciens d'arrière-garde, d'être à la hauteur de ce défi et d'en faire un défi dans le cadre duquel on peut créer de la valeur additionnelle et pas un défi dans le cadre duquel nous considérerions que la seule réponse est de reculer et de régresser et de vivre moins bien, ce n'était le cas auparavant. Et enfin, en lien avec cette question de la prospérité, du développement économique, de ces changements climatiques, il y a encore un point que je voudrais mentionner, c'est cette question de la dimension sociale du projet européen. Alors, ces dernières années, Marianne Thyssen, commissaire européen belge, s'est déployée pour tenter de faire progresser le socle des droits sociaux, et ce sont des pas qui vont certainement dans le bon sens. Je pense qu'une option très précise, très concrète, qui devrait être posée certainement dans cette campagne européenne, c'est la question de la convergence économique, sociale également, et donc de remettre sur la table cette idée d'harmoniser le salaire minimum européen. Je suis favorable à l'harmonisation du salaire minimum européen. Aujourd'hui, il y a un écart de plus de 1 à 10 en termes de montant brut entre les salaires minimums européens dans les pays européens pour lesquels ce salaire minimum existe. Et on voit bien que si on veut stimuler la convergence, il faut le faire au travers des réformes structurelles, au travers de la responsabilité, au travers du fonds de solidarité également, qui apparaît au travers des fonds de cohésion depuis très longtemps, mais également au travers d'un certain nombre de principes sur le marché du travail qui font ce pas en avant, qui produisent ce pas en avant. Et je ne manquerai pas, avec d'autres, de remettre sur la table, dans ces moments de rendez-vous démocratique, ce sujet qui m'apparaît important. Promesse, sécurité, prospérité, avec toutes les déclinaisons qui y sont liées. Et puis, il y a un dernier point dans les promesses que je veux faire, c'est la promesse sur les valeurs européennes. Ces valeurs de liberté, d'expression, ces valeurs d'égalité entre les femmes et les hommes, ces valeurs d'état de droit, ces valeurs de liberté de conscience, la liberté dans son intime conviction de croire dans un Dieu ou de ne pas croire et d'être respecté pour ses convictions intimes, philosophiques et personnelles. Toutes ces valeurs sont un socle qui fonde le projet européen et qui permettent de vivre ensemble dans le respect mutuel et dans l'harmonie. Et on voit que la montée en puissance de populisme, d'extrémisme, parfois de tentations autoritaristes, y compris sur le sol européen, met sous pression ces valeurs qui forgent le projet européen. Et dans ce cadre-là, je pense qu'on doit être en même temps très déterminé à protéger, à défendre ces valeurs qui sont le socle du projet européen, qui sont à mes yeux intangibles parce qu'universelles. Mais on doit, dans le même temps, éviter de tomber dans la maladresse qui consisterait à être dans une attitude du donneur de leçons. Parce que quand on se comporte en donneur de leçons, je ne pense pas qu'on est efficace. Et c'est la raison pour laquelle la Belgique, depuis quelque temps déjà, en matière d'état de droit, de droits de l'homme, plaide depuis longtemps pour qu'on puisse développer sur le plan européen une logique de peer review, cette idée d'évaluation par les pairs dans l'ensemble des pays membres, des progrès qui sont réalisés, des encouragements à faire, pour faire en sorte qu'on puisse réellement traduire le plus possible dans la réalité ces valeurs cardinales de liberté, d'émancipation, de respect pour ces valeurs fondamentales. Il y a
vous savez, des procédures enclenchées contre des États membres en lien avec ces questions d'état de droit très, très centrales. Il me semble que ces procédures sont légitimes, il n'y a pas de doute par rapport à cela, et doivent être avec fermeté l'occasion de dire quelles sont nos valeurs, mais ça ne doit pas être ces procédures des démarches qui rompent, qui cassent, qui brisent des dialogues, alors que l'essence même du projet européen, c'est le dialogue, c'est la capacité par la conviction, par l'échange, de faire progresser un certain nombre de convictions aussi sur ces sujets-là. Ça me semble aussi être un élément important. Enfin, ces trois promesses, la promesse de sécurité, la promesse de prospérité, la promesse sur les valeurs, elles sont mises à l'épreuve. Elles sont mises à l'épreuve dans le débat sur le budget européen, débat qui a démarré et qui devra, je l'espère, traduire ces quelques ambitions, ces quelques convictions. C'est dans ce sens-là, en tout cas, que l'on va se mobiliser. Elles sont mises à l'épreuve aussi dans le cadre du Brexit. Pour la première fois depuis la naissance de l'Union européenne, un peuple au suffrage universel, c'est la démocratie, fait le choix de quitter l'Union européenne et donc considère qu'il n'y a pas cette valeur ajoutée dans l'appartenance au club de l'Union européenne, puisque le choix majoritaire est de quitter l'Union européenne. Alors vous le savez, c'est un choix que nous devons respecter. C'est le choix souverain d'un peuple, le peuple britannique, même si c'est un choix que nous regrettons. À mes yeux, il y a une forme de masochisme dans ce choix. Je ne crois pas que la Grande-Bretagne soit plus solide et plus robuste aujourd'hui qu'elle ne l'était avant le référendum. Mais ce choix est posé. Et dans quelques semaines intervient une date, un moment important. Moi, je veux vraiment être très précis, et nous avons été constants sur le sujet. D'une part, l'unité des 27 a pu être garantie tout au long de cette négociation sur l'accord de retrait et de la préparation de la déclaration politique pour l'avenir grâce au travail brillant et de grande qualité de Michel Barnier, qui a garanti la transparence, les échanges d'informations dans cette négociation. Mais la clarté impose de dire qu'entre un no deal et un bad deal, je préfère encore un no deal, qui aura le mérite de la clarté et d'assumer la responsabilité. Je pense que le danger d'un bad deal, c'est un danger très grave, existentiel pour l'avenir de l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que le backstop n'est pas une question théorique virtuelle, ce n'est pas un détail dans un accord. La différence, c'est que ce backstop, il représente deux enjeux. D'une part, la paix en Irlande, et la garantie d'un accord extrêmement essentiel comme d'autres. Je me suis rendu à l'endroit de cette ancienne frontière en Irlande et on voit toute la sensibilité et l'émotion en lien avec ce backstop et ce risque de frontière physique. Mais c'est aussi l'intégrité du marché intérieur, c'est aussi notre capacité de développement économique, d'emploi, d'investissement demain, après-demain, qui est en jeu sur le sujet. Et donc s'il s'agit simplement d'aller dans le sens d'un mauvais accord, comme certains peut-être le préconisent parce que certains pensent qu'un mauvais accord vaut mieux qu'un accord, eh bien ici je ne le pense pas. Ici je pense que nous devons être fermes, clair, net. Il y a toujours une grande capacité de flexibilité pour tenter de prendre en considération les prétentions légitimes des Britanniques. Mais s'agissant de ce qui est existentiel, la paix et la prospérité, nous devons, je pense, être fermes sur nos positions. Nous verrons quels seront les développements dans les jours et dans les semaines qui viennent sur ce sujet extrêmement important également. Enfin, vous le voyez, le menu pour l'avenir de l'Europe est un menu qui est lourd, qui est important, qui est essentiel, qui est enthousiasmant aussi à mes yeux. Et la dernière question, c'est celle de la méthode. Comment veut-on faire en sorte que l'on puisse prendre des décisions, donner des orientations à l'avenir de l'Europe ? Alors sur cette question de méthode, je dirais qu'il y a quelques points qui me paraissent importants. Le premier point, c'est au maximum de faire en sorte que le clivage entre le Nord et le Sud, qui se traduit sur un certain nombre d'analyses de ce qui est utile pour la convergence économique, les clivages entre l'Est et l'Ouest, qui apparaissent dans des débats parfois sur l'état de droit, le rapport au pouvoir, ou dans des questions comme les migrations, les clivages idéologiques aussi, qui vivent en Europe. De ces clivages-là, au maximum, nous puissions les dépasser. Et moi, je crois que la Belgique, qui a souvent joué un rôle de bâtisseur de ponts, doit plus que jamais, demain après demain, continuer à jouer ce rôle de bâtisseur de ponts, essayer de faire en sorte qu'il y ait ce ciment qui puisse rassembler au maximum, chaque fois que c'est possible, les 27. Mais quand ça n'est pas possible, et parfois ça n'est pas possible, nous l'avons vu dans le passé, il faut pouvoir aller vers l'Europe à plusieurs vitesses. D'abord privilégier l'Europe à 27, chaque fois que c'est possible, et quand ce n'est pas possible, on ne peut pas accepter que quelques pays européens, sur base de leur opinion, de leur souveraineté, de leurs décisions, empêchent
que des décisions ne soient prises et créer cette situation d'Europe immobile ou d'Europe en panne. C'est pour ça que dans le cas du Benelux, nous avons été parmi les premiers à ouvrir cette idée de l'Europe à plusieurs vitesses, qui n'est pas totalement neuve, puisque que ce soit dans le cadre de la monnaie unique, dans le cadre de la zone Schengen, il y a eu cette capacité de progresser sur un certain nombre de sujets avec un certain nombre de pays européens qui ont voulu aller plus vite que les autres pour tenter de faire ensemble un certain nombre de choses. Et alors l'autre point dans la méthode, c'est peut-être une expérience belge, c'est ce que moi j'ai appelé la théorie de l'assiette, c'est-à-dire cette idée que si on veut prendre des décisions, au lieu de s'enfermer dans un débat, on est pour la méthode communautaire ou bien on est pour la méthode intergouvernementale, moi, je suis plutôt pour la méthode communautaire, ça n'est pas un scoop, je pense que l'on doit pouvoir mettre sur la table des sujets qui, en apparence, ne sont pas tous liés les uns aux autres, mais qui permettent à un groupe significatif de pays de considérer que ce qu'il y a sur l'assiette est si intéressant que l'on doit pouvoir prendre la décision, même si absolument tout ne nous plaît pas sur l'assiette. Cette idée du compromis actif, du compromis intelligent qui permet de décider, de sortir d'une impression d'Europe en panne ou d'Europe immobilisée. Et pour être encore plus concret, je pense qu'autour de ces trois enjeux, la sécurité et la liberté, la question de la prospérité, du développement économique, social, les questions climatiques, et le troisième point qui est l'Europe des valeurs, sur ces trois enjeux-là, je pense que ce qui est essentiel dans les 5 ou 10 ans qui viennent, c'est la capacité ou non pour des leaders européens, la Commission européenne, les gouvernements européens, les parlements, et surtout les citoyens qui ont un rôle majeur à jouer, de dessiner 10, 20 propositions concrètes, précises, qui s'articulent autour de ces trois thèmes, qui rencontrent très directement des attentes des citoyens et qui rencontrent cette aspiration pour que l'Europe soit en mesure de donner des réponses à des attentes très concrètes et très quotidiennes de ces citoyens et que l'on puisse sortir de cette impression ces dernières années d'une Europe éloignée de la réalité, éloignée du quotidien. Je pense qu'il y a là un enjeu qui est extrêmement important, dans le cadre duquel moi je souhaite être très mobilisé. Enfin, pour simplement conclure, 3 promesses à mes yeux, une méthode. L'Europe, je le disais, est à mes yeux l'un des plus beaux projets portés par l'humanité, un projet de respect, un projet de paix, un projet de prospérité. C'est par nature une œuvre imparfaite, c'est par nature une œuvre sans cesse inachevée, c'est par nature une œuvre perfectible. Il ne tient qu'à nous, et je crois qu'il y a en Europe suffisamment de talent, d'intelligence, de ressources, de bonne volonté pour faire en sorte que ce projet, pour les 10 ans, 20 ans, 30 ans qui viennent, soit encore un projet porteur de succès, porteur d'espérance, porteur de résultats aussi dans le quotidien des citoyens. C'est Winston Churchill qui disait « Il n'y a qu'une réponse à la défaite et c'est la victoire. La victoire, c'est ce que je souhaite tous les jours pour le projet européen ».